Alors bonsoir à tous. Donc, moi je m'appelle Alex Rock. On va passer au sérieux dans 2 minutes. Moi je suis formateur Symfony aujourd'hui. Comme pas mal d'entre vous ici, j'ai un long passé de développeur. Moi aussi j'ai galéré sur tout un tas de saletés open source du genre des excellents frameworks français, made in France Cocorico. Vous pouvez me trouver un peu partout sur le web avec le même pseudo que j'ai depuis une dizaine d'années. Donc normalement si quelqu'un utilise ce pseudo, c'est pas moi. Et on va parler des nouveautés de Symfony. Donc voilà un peu le programme de ma conférence. Dans un premier temps, le programme. Je vais parler un petit peu de l'interactivité, ça va être rapide. Symfony 3 et ses nouveautés, Symfony 4, et après, on va parler de Flex. Vous en avez beaucoup entendu parler. Qui ici n'a pas entendu parler de Flex? Je vois une main levée, c'est excellent. Ça veut dire que vous en avez tous entendu parler, donc ma conférence ne sert à rien. Vite fait, la conférence va être interactive, donc c'est vraiment de la petite interactivité. Je vous invite à saisir vos téléphones portables, à vous connecter comme vous voulez en 3G ou avec le Wi-Fi de The Camp si vous voulez. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour le faire. Ça va être très limité. Et une fois que c'est fait, vous accédez à cette URL. Il y a un Wi-Fi guest accessible à tout le monde. Effectivement, il y a un Wi-Fi guest pour The Camp. Ça va vous demander juste d'accéder au site web de The Camp afin de pouvoir vous connecter. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour le faire. Bon, ça va que l'URL elle est simple. J'aurais pu vous mettre une URL super longue juste pour vous embêter. Je ne l'ai pas fait. Quelle générosité. Ah non, je pense qu'on ne va pas faire tomber le service. Donc. Il y a du monde. Ah, je vous vois en direct, c'est génial. Alors, bon, il y a suffisamment de monde connecté. Je pense que pour ceux qui ne sont pas connectés, ils arriveront à récupérer l'URL. On va parler un petit peu de Symfony vite fait. Un petit rappel, les créateurs de Symfony, Sensio Labs, la société qui fait du consulting, du développement, du service, pas mal de choses autour du développement web de PHP et de Symfony. Les créateurs et contributeurs, donc l'équipe qu'on appelle souvent la core team de Symfony et toute sa communauté, les gens qui contribuent, vous, si vous faites votre première contribution. Wow, pas trop vite. Symfony, c'est un framework full stack, il y a à peu près 50 packages selon les versions, je crois que 50, ça reste le maximum. 50 packages composers, je veux dire. 36 composants, 6 bundles pour le framework full stack et 5 bridges qui permettent d'utiliser des composants de Symfony et d'autres composants externes, tels Twig, PHP Unit, SwiftMailer, et de les intégrer dans Symfony, et des outils externes au framework qui sont relativement nouveaux pour ceux qui sont cités, notamment Flex, dont on parlera après, et Webpack encore, qui est juste un petit outil JavaScript qui permet d'intégrer Webpack avec un peu plus de saveur. Symfony 4. Symfony 4 est sorti en décembre, novembre-décembre, toute la partie fin de développement de cette version du framework. Et en fait, dans Symfony 4, il y a pas mal de nouveautés. En fait, il y en a 0. Pourquoi il y en a 0? Parce que c'est une nouvelle version majeure, on s'est dit, allez hop, pas besoin de la conférence. Non, je plaisante. Symfony 4, il y a 0 feature parce qu'en fait, les versions majeures de Symfony n'introduisent aucune fonctionnalité. La seule chose qu'elles font, c'est uniquement de supprimer tout ce qui est déprécié et éventuellement de faire une montée sur la structure du framework. Tout le reste, en réalité, c'est du Symfony 3. Alors, j'entends d'ores et déjà les gens dire « Ouais, tu fais une presse sur Symfony 4 et tu veux nous parler de Symfony 3 ?» Bah oui. Symfony 4 en lui-même, il n'a rien apporté de nouveau, c'est ce qu'il y a autour. C'est pour ça qu'on parlera de Flex après. On va vite faire une passe après sur les nouveautés de Symfony 3. Je vais essayer d'aller rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez, ça, c'est la colonne features, c'est la liste des commits estampillés features, donc qui correspondent soit à une nouvelle fonctionnalité, soit à une dépréciation. Et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup. Hein. Franchement, en 3.3 et en 3.4, ça reste les versions du framework dans lesquelles on a le plus de nouveautés. Et les dates de sortie, fin de maintenance, fin de vie. Fin de maintenance, c'est fin de maintenance technique générale. Fin de vie, c'est pour les bugs de sécurité critiques. Donc en gros, avec aujourd'hui, vous êtes assuré de pouvoir utiliser Symfony 3.4 jusqu'en 2021 si vous voulez.
La prochaine LTS, elle sera probablement en 2019. Alors, on va passer très vite. Symfony 3.1. Une nouveauté pour les contraintes de validation, contrainte d'image stricte. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on avait déjà l'assert image. Maintenant, on peut rajouter juste detect corrupted, qui nous permet de savoir si l'image est correcte ou pas. Ça va utiliser la librairie GD avec la fonction PHP image create from screen, rien de bien méchant. Les colonnes dans les tableaux en console peuvent avoir une taille désormais. C'est-à-dire avant, on se basait sur la chaîne de caractères la plus grande. Maintenant, on peut spécifier nous-mêmes la taille. C'est pratique quand on veut standardiser un peu le look de nos tableaux en console. Des flux d'entrée pour les process. Pour ceux qui ont déjà utilisé les composants process et ceux qui ne l'ont pas utilisé, on peut définir le flux d'entrée, donc le PHP standard input, comme étant une classe, input stream, ou un fichier, comme avec le chevron inférieur à sur Unix. Les flux de sortie. Évidemment, on a les flux d'entrée et on peut plus facilement, grâce à process out et process R, donc les constantes notamment, on peut plus facilement interagir avec les flux d'entrée et de sortie notamment. Et là, on peut faire un for each directement sur process et puis ça va juste envoyer un générateur via itérator aggregate, enfin voilà, des trucs un petit peu nouveaux. Wow, pas trop vite. Un normalizer pour data URI, donc ça c'est très bien pour les API orientés hypermédia qui veulent envoyer des fichiers sans pour autant mettre une URL vers le fichier. Si vous avez des petits fichiers, vous pouvez directement les sérialiser en data URI. Et c'est compréhensible par JavaScript sans aucun souci. Des mocks pour tout ce qui est réseau. Donc si vous avez des contraintes d'email ou vous voulez vérifier le serveur MX, voilà, bah ça va faire une connexion DNS, donc en test, c'est pas pratique. Voilà, si on a toto.dev, voilà. Le groupe DNS sensitif, il est obligatoire, sinon ça ne marche pas. Un nouveau panneau security dans le profiler qui nous permet de rajouter les infos de l'utilisateur connecté et de voir toutes les actions des voteurs. Donc ça c'est pratique si vous faites un isGranted. Voilà, un isGranted n'importe où dans votre code, vous le verrez dans le panneau security du profiler juste après. Ça va aller vite, hein, je vous l'ai dit. Un normalizer pour datetime. Donc ça c'est vachement pratique justement pour pouvoir simplifier la récupération des dates dans des API hypermédia ou même pas hypermédia. On peut utiliser une option de contexte aussi avec format key pour choisir le format de sortie et le format d'entrée quand on veut normaliser ou dénormaliser. Le deprecation helper qui est très pratique, qui existait déjà depuis Symfony 2.8. Donc il y a des nouveautés dedans, notamment on peut activer ou désactiver le deprecation helper. C'est pas mal de... Voilà, j'ai mis une liste brève de ce qu'on peut faire avec pour pouvoir simplifier le deprecation helper, parce que sinon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, quand vous avez des dépréciations, le script fail. Donc c'est pas pratique pour la CI. Une méthode JSON dans le contrôleur, c'est juste un alias. C'est vraiment juste un alias. Les dépréciations YAML, parce qu'il était temps. Le YAML évolue, mais le composant Symfony YAML a du mal à évoluer. Donc on a bien intégré les dépréciations, notamment pour les constantes, mais aussi pour tout ce qui est objet sérialisé, le dumper et aussi les cotes. Les simples cotes sont obligatoires maintenant, si vous avez des pourcents. Un cache PSR6, donc qui est un cache assez exhaustif avec des items, donc il faut bien gérer le cache pool. On pourra gérer, en 3.2, on pourra gérer les tags aussi pour gérer l'invalidation de plusieurs clés sans être obligé de se concentrer sur une expression rationnelle. Donc il y a pas mal de choses sympas. J'ai vraiment été vite. Il y a encore, je crois, à peu près une quarantaine de modifications supplémentaires, de fonctionnalités en tout cas. Une méthode file en 3.2, en 3.1, pardon. 3.2. Ah bah vous voyez, la première erreur de ma conf. Une méthode file pour faire un petit alias vers la binary file response. Alors je ne vais pas poser la question de qui ne la connaît ou qui ne la connaît pas. Normalement, si vous ne la connaissez pas, maintenant vous la connaissez. Donc il est vachement utile pour faire du download de fichiers. On peut dire au client de télécharger un fichier bien plus facilement avec ce moyen-là. Les dépréciations YAML en plus, parce qu'il n'y en a jamais assez. En gros, après le signe 2 points, il faut un espace. Sinon YAML n'est pas content. En tout cas, ça ne respecte pas la spec. Et les clés dupliquées sont désormais dépréciées et donc interdites en Symfony YAML 4.0. Des constantes PHP. Donc dans les YAML, à la base, on ne pouvait pas utiliser de constantes PHP. Maintenant, c'est faisable avec point d'exclamation php/const, 2 points, suivi du nom de la constante. Donc ça, c'est vachement sympa. Une meilleure lisibilité pour les nombres. Alors ça, franchement, je l'ai découvert en faisant cette conférence. Je trouve ça excellent pour les grands nombres, notamment les numéros de carte bleue ou des choses comme ça, des identifiants.
Et je trouve ça vachement sympa. C'était déjà dans l'aspect de YAML, c'était déjà implémenté en Java, en Ruby, en Swift, en plein d'autres langages qui font du YAML. Donc voilà, c'est bien que ce soit venu. Un datetime interval type, donc fini les integers qu'on gère, voilà, genre pendant combien de temps? Pendant 10 jours, bah voilà, mettez un datetime interval, c'est vachement plus sympa. La phase terminale en console, maintenant on a une classe qui nous permet de connaître la taille de notre console. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait beaucoup de Unix un peu plus profond, mais en général quand vous êtes dans un terminal Unix, il y a deux constantes qui existent, c'est column et width. Non, c'est pas column et width, c'est column et lines, qui permettent de connaître la taille de notre terminal. Donc c'est intégré, ainsi que les couleurs. Ça utilise toutes les syntaxes ANSI, etc. Avant, on pouvait déjà avoir des couleurs, mais c'était un peu casse-pied. Il fallait rajouter plein de choses dans le framework. Maintenant, il suffit simplement de mettre des petits tags, voilà, un petit peu comme XML. C'est beaucoup plus joli. Le chargement lazy pour les choice types, donc ça c'est très pratique si vous utilisez un service externe intégré au form type. Voilà, on peut mettre un choice loader avec un callback choice loader. Comme je vous montrais ici, on peut utiliser un service externe, l'intégrer dans notre callback. Donc ça peut être vachement sympa, justement pour charger les choix au dernier moment, pour pas être obligé de les charger longtemps. Injection de l'utilisateur dans les contrôleurs. Donc ça c'est vachement pratique, ça évite d'avoir à faire this get user. On peut avoir un user facultatif. Si jamais l'utilisateur est obligatoire, ça va fonctionner normalement. Le seul souci éventuellement qui peut être posé, c'est avec le tag contrôleur service argument. Mais ça, on verra ça avec Flex. Ensuite, les méthodes idempotentes. Qui sait ce que c'est qu'une méthode idempotente? Voilà, je vois une demi-douzaine de mains levées. En gros, c'est les méthodes head, get, put, delete, trace et patch. Et après, vous irez voir la doc, parce que c'est super compliqué à expliquer. Mais maintenant, on peut vérifier qu'une requête est idempotente, requête HTTP. Le composant workflow. Alors, j'ai mis juste un schéma parce que je ne veux pas expliquer le composant qui est super compliqué, mais ça permet de gérer plus facilement le workflow à partir de la théorie des graphes et notamment de ce qu'on appelle les réseaux de Petri. Donc, c'est super pratique pour gérer des flux de données qui doivent avoir un état, en l'occurrence, un peu comme une state machine, sauf que c'est un peu plus performant qu'une state machine. Des services un peu plus faciles, entre autres, les services privés qui ne sont pas injectés vont être supprimés du container. Si un service privé n'est injecté qu'une seule fois, il est inliné, donc ça va faire un container plus performant encore une fois. Et si jamais un service privé est utilisé plusieurs fois, il est public, mais ça, c'est déprécié aussi en 3.3. Des variables d'environnement, pratique pour la containerisation. Mettez du Docker, mettez des plateformes as a service comme Heroku, Plateforme SH, Zensio Cloud et Kubernetes et tout un tas d'autres trucs. Les variables d'environnement, c'est recommandé aujourd'hui par le 12 Factor App. C'est un consortium qui gère les standards. Donc, bonne nouvelle. Des encodeurs CSV dans le serializer. Donc, utilisez le serializer. Arrêtez de vous embêter maintenant avec du parsing de données multiples. J'ai 8 millions de lignes à faire. Bah, vous pouvez demander au serializer de s'en charger. Il va vous retourner le contenu. Bon, après 8 millions de lignes, il faut quand même utiliser un générateur. C'est plus propre. Et la même chose en YAML. Ça va utiliser le YAML dumper, aussi simple, que vous pouvez customiser. Voilà, il y a les paramètres de personnalisation derrière. Rien de plus natif que le YAML. Hein? Non. Il y a plein de gens qui n'aiment pas YAML, donc c'est pour ça que je dis ça. Les nouveautés du cache. En fait, à la base, dans le composant cache qu'on a vu tout à l'heure, il n'y avait pas grand-chose, c'était assez limité. Maintenant, on a des adapteurs supplémentaires, typiquement PDO. On peut avoir le cache directement dans PDO. Nul adapteur pour les tests, vachement pratique. Le tag aware qui permet justement de décorer un système de cache pour pouvoir valider les tags. Donc pas mal de choses sympas. La config du firewall, on peut y accéder. C'est-à-dire qu'avant, si on voulait récupérer, je sais pas, le login path de notre form login, ben on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Donc on peut avoir un appli qui dépend, dont la logique dépend de la config du firewall. C'est très pratique pour les bundles open source. Donc bye bye false user bundle. Et on passe à la 3.3. Et c'est pareil, je crois qu'il y a à peu près une trentaine de fonctionnalités en plus que j'ai coupées, parce que sinon on y attend encore demain. Grosse nouveauté de Symfony 3.3, c'est le composant DI, Dependency Injection, qui a été nettement amélioré. En premier lieu, le nom de service, c'est plus obligé que ce soit app, manager, machin. Mettez le nom de la classe, et du coup le nom de la classe devient facultatif. Et c'est plus facile à gérer, puisque depuis votre container, vous faites get user manager. Comme ça, pour ceux qui voient le pointeur. C'est plus propre, ça nous permet de faire plus facilement du refacto, garder le nom de la classe, le use, tout ce qu'il faut. Pareil pour la simplification des arguments, donc, que je disais, hein, c'est le composant DI, donc forcément
tout est dans la configuration des services. Voilà, on met juste le nom de la classe, les arguments, ça suffit amplement. Et si vous ne voulez pas d'arguments, vous mettez juste le nom de la classe suivi du tilde ou de nul, et ça créera un service sans argument. L'autoconfiguration, alors ça c'est tout nouveau, vous pouvez mettre le mot-clé instance of avec un underscore devant, et en fait tout ce qui va extend la classe ou qui va implémenter l'interface que vous spécifiez va se voir rajouter les infos qu'on voit au bout là. Donc ces infos-là, elles sont déjà faites par défaut dans le framework, mais vous pouvez faire les vôtres. Et évidemment, après, on peut les ajouter par défaut à tous les services. Donc le mot-clé underscore default va appliquer une configuration à nos services seulement pour ceux de ce fichier. Pourquoi faire un truc pareil? AutoWire, depuis Symfony 2.8, c'est pour ça que je n'en parle pas. Donc normalement, l'auto-wiring, ça devrait déjà être connu. L'autoconfiguration qu'on vient de voir et public false pour que tous les services soient privés, c'est une excellente pratique. Découverte des services PSR4. Donc si vous respectez la PSR4, l'autoload, tout ça, ça vous parle? Ça vous permet justement de simplifier le chargement de services. Toutes les classes dans ce namespace seront définies en tant que service. Voilà, ça peut diminuer considérablement vos fichiers de config. Un nouveau composant pour HTTP2 notamment, avec le link, preload, prefetch, preconnect, prerender, pas mal de choses intéressantes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'HTTP2? Qui en a entendu parler? Pas mal de monde. Qui l'utilise? Moins de monde, mais c'est très bien. Le composant WebLink permet justement de rajouter pas mal de choses. Hop, je veux juste lui dire de se mettre en pause. Ouh. En pause, voilà. Si vous faites du HTTP2, vous avez la possibilité d'utiliser ces fonctions-là dans Twig pour rajouter des entêtes HTTP à votre réponse de type link, justement. Par exemple, pour proposer au client de charger des ressources supplémentaires par le biais de la même connexion TCP. Donc ça optimise la quantité de connexion TCP, parce que pour ceux qui font un peu de réseau, j'espère qu'il y en a pas mal qui le font, mais une connexion HTTP, c'est lourd. C'est très lourd. On n'imagine même pas à quel point le web a besoin de ressources pour fonctionner. HTTP, il y a pas mal d'allers-retours déjà avant même de pouvoir espérer récupérer le contenu. Donc le fait de pouvoir dire en une seule connexion, en un seul appel, je récupère plusieurs ressources, c'est extrêmement performant, ça nous permet de faire pas mal de choses. Les ressources récupérées peuvent être mises en cache, c'est ce qui est encore plus important pour le cache client. Je crois que Facebook avait permis de gagner 20% de bande passante juste en mettant quelques ressources en cache de type CSS, des choses comme ça. Et 20% pour un site comme Facebook, c'est quand même beaucoup, hein, au vu du trafic. Donc il y a une explication dans la RFC qui est linkée dans la doc de Symfony. Voilà, il y a pre-connect, pre-fetch qui sont spécifiques. Enfin bon, je ne vais pas repasser dessus, sinon on y est encore demain. Mais sachez que c'est vachement pratique si vous faites du HTTP2. Aujourd'hui, alors Nginx, il vient de rajouter des paramètres de compatibilité avec HTTP2. Apache, il est déjà compatible en grande partie. Node.js, je crois qu'il a aussi pas mal d'implémentations de compatibilité avec HTTP2. En bref, vous pouvez l'utiliser en production, ça marche. Et des applications comme CloudFront, qui permettent de faire du proxy ou des choses comme ça, des DNS caching, bref, ils utilisent déjà HTTP2. Donc ils sont en avance. Le nouveau design des pages d'exception, ça c'est cool, ça fait plaisir. Voilà. On avait marre de ce petit truc blanchâtre, hein. Il nous fallait un truc bien rouge pour nous montrer nos erreurs, parce que sinon on ne fait pas attention, on se dit bah, ça passe. Donc un nouveau redesign, le stack trace est plus visible, c'est dynamisé avec JS, c'est vachement sympa. Amélioration du routing, c'est quand même vachement gain de performance, et là on parle que de la 3.3. Il y a une PR qui a été émergée par Nicolas Grécas il y a quelques jours, semaines, qui permet d'augmenter au moins 70 fois plus rapide. Donc ça c'est pour la 4.1, mais bon, la 3.3 c'est déjà pas mal plus rapide, entre 30 et 340%. Voilà. Petit. Kernel Project Dir, je sais pas, mais moi j'ai beaucoup galéré avec kernel root dir, web, nanana, voilà. Kernel Project Dir web, voilà, ça facilite la lecture. Amélioration des messages flash, ça c'est juste pour Twig, ça nous permet de récupérer directement dans app flashes au lieu de app session, flashback flashes ou autre. Ouais, je trouve ça un peu plus joli, c'est un peu plus facile à lire aussi pour Twig. Ensuite, les variables d'environnement Symfony double underscore, qui les utilisait? Personne, bah, c'est merveilleux. Utilisez les variables d'environnement avec le nouveau composant qu'on vient de créer. Une commande about en ligne de commande. Voilà. C'est pas méchant, mais ça permet de savoir quelle est la version de Symfony exécutée. Ça, c'est super cool, le versionning d'assets.
Donc ça, c'est ce que font pas mal de préprocesseurs en JS, des choses comme ça, de type Gulp, Grunt, Webpack et autres. Ils nous permettent d'avoir un manifeste avec le nom versionné. Et donc nous, on fait juste un asset de CSS app.css et il va nous donner le bon fichier à partir du manifeste. Comme ça, on n'a plus besoin de versionner nos assets comme des brutes. Les recherches globe, donc ça c'est dans le composant configuration, le composant config de Symfony. Donc ça, vous allez voir que quand on va utiliser Flex, cette syntaxe-là, ça va être bien utilisé. On peut charger des globes et des dossiers dans les fichiers YAML ou les fichiers XML. Donc ça simplifie aussi la liste d'imports et de ressources à charger. Kernel build, c'est vachement pratique, kernel build. Ça nous permet d'enregistrer, comme dans bundle build, des compiler paths ou de modifier des services ou des extensions. Voilà. Ça fonctionne de la même façon. On lui injecte un container builder et on n'a plus besoin de compiler paths. Voilà. On peut les faire directement dans le kernel. Ce qui est recommandé pour une appli perso. On verra avec Symfony 4, il n'y a plus de bundle. Un service locator, parce que beaucoup de gens utilisent encore le container de Symfony comme un service locator. Ce n'est pas une bonne pratique. Le container Symfony, il est lourd. Il y a des centaines, voire des milliers de services dedans. Un service locator qui permet donc soit d'agréger plusieurs services manuellement, de cette façon-là, voilà, pour un commande bus, typiquement, soit de l'injecter dans nos services avec une interface. L'abstract controller au lieu du contrôleur. Quelle est la différence entre les deux? L'abstract controller n'extend pas le contrôleur de base de Symfony. Il extend juste le fameux justement service subscriber. Donc lui, il a juste un petit service locator, avec juste les services de nos petits alias préférés, vous savez, render, redirect to root. Un cache PSR16 minimaliste, donc ça c'est pareil, ça fait suite au PSR6 qu'on a vu tout à l'heure, avec les gestions d'items, de pool, etc. Sauf que là c'est juste un banal cache clé valeur. Voilà, on ne gère pas vraiment l'intégralité du pool, les tags, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et c'est celui qui est utilisé par défaut dans Symfony, le service cache app. Le composant .env, en dev, avoir un fichier .env, c'est une bonne pratique. Comme ça, en prod, on peut utiliser les variables d'environnement de la machine, donc soit dans ETC Profile, pour sécuriser, soit directement avec des plateformes as a service, genre Heroku, vous faites un Heroku config 7 ou plateforme SH var 7, et ça marche bien. Des infos supplémentaires sur Symfony dans le profiler, notamment la date de maintenance, comme ça on vous pousse un peu aux fesses pour mettre à jour. De rien. De façon générale, c'est surtout pour savoir quelles sont les versions expirées. Voilà, ceux qui sont encore en 2.6 ou inférieurs. Ciao, ciao. L'authentification JSON, très pratique pour les API. Hein, vous le savez certainement, aujourd'hui on fait beaucoup de microservices, des API hypermédias, on a un bundle API plateforme qui est sorti, merci Kevin Douglas et la coop d'Etiol. Mais c'est surtout voilà, l'authentification qui posait un petit peu souci, on était obligé de créer des gardes, plein de choses complexes. Voilà. Là c'est la même chose que form login, mais en JSON, rien de plus simple. Et ensuite, 3.4. Donc là c'est pareil pour 3.3, je crois qu'il y avait une vingtaine de slides en plus, hein, initialement. 3.4 c'est pareil, grosse modif, c'est à partir de la 3.4 qu'on a commencé à développer Flex, même s'il est officiellement disponible en 3.3. C'est quand même mieux en 3.4 parce qu'il y a plein de nouveautés. Le composant lock, vous avez déjà utilisé des locks, vous avez déjà essayé d'avoir des commandes qui sont exécutées en tâche cron, sauf que des fois vous me faites une tâche cron qui fait exécuter toutes les 5 minutes, et en fait au bout de 6 minutes la tâche est toujours en train d'être exécutée. Là vous pouvez faire un lock. À chaque fois que vous exécutez une tâche, si le lock n'a pas été release, donc s'il n'a pas été libéré, rien ne peut être fait. Sécurité vachement sympa lorsqu'on fait des commandes qui doivent être exécutées régulièrement, que ce soit pour faire une message queue manuelle, quand on n'a pas forcément accès à l'archi pour faire du RabbitMQ, des choses comme ça. On peut faire une petite queue simpliste avec ce genre de système. L'amélioration du guard. Donc, je ne vais pas rester longtemps sur le guard parce que c'est pareil, composant créé en Symfony 2.8 qui permet en une seule classe de reproduire toutes les étapes de l'authentification. GetCredentials maintenant a fait place à une autre méthode qui s'appelle support. Donc on a les deux, on a GetCredentials et support qui permet de changer le fonctionnement du guard. Juste, je reviens dessus. En gros, avant GetCredentials pouvait renvoyer nul. Donc du coup, le guard s'arrêtait. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. Il n'a plus le droit de renvoyer nul. C'est pour ça qu'on change d'interface, évidemment, parce que sinon, on va casser la compatibilité. Donc on a une autre interface qui va implémenter GetCredentials et support. Voilà. Typiquement, support, est-ce que je suis sur la route login check? Bah, si oui, je continue. Sinon, hop, on passe. Une commande debug form. Alors ça, franchement, je l'ai découvert aussi en faisant ma présentation et je suis fan.
Parce que quand on a des gros projets avec plein de form types, c'est quand même vachement sympa de pouvoir tout débugger, surtout quand on a des extensions de formulaires qui sont de plus en plus nombreuses, qu'on a des bundles externes qui créent des type guessers, donc voilà, on peut tout débugger facilement. Les service bindings, je m'arrête 2 secondes dessus. Ça, voilà, avant on avait un truc dans ce genre-là, et c'était casse-pied, trop de trucs à écrire, on en a marre d'écrire de la config de service, nous on veut coder. Voilà. On met la variable une seule fois dans les service bindings, donc le fameux bind qu'on voit ici, et une fois qu'elle est, tous les services qui dans leur constructeur ont une variable qui s'appelle $projectDir vont se voir injecter cette valeur. Ça marche avec les paramètres de container, avec les valeurs en brut et avec les services. Voilà. ProjectDir, kernel ProjectDir, on a ça fréquemment. Kernel debug, voilà. En fonction de si on est en mode debug ou pas, on peut avoir certaines actions, ou alors injecter d'autres services manuellement. Même si ce n'est pas forcément obligatoire. Service privé par défaut. Ça, c'est hyper important. Les services privés optimisent votre container. Plus vous avez de services privés, plus votre container est performant. Parce que, je le rappelle, c'est un container compilé. Ce n'est pas un container à l'exécution. Donc mettez vos services privés. Des logs PSR3 direct dans le framework. Donc ça, c'est pratique parce qu'on n'a plus besoin de monologue. Franchement, à chaque fois, quand vous voulez des logs, installer monologue, c'était vraiment une gageure. Maintenant, on a juste PHP stdr. Et évidemment, on peut le personnaliser pour mettre un flux de type fichier. Voilà. stdr, c'est un flux, on peut mettre un fichier, un autre flux. Ouais. Surcharge template de bundle, donc ça c'est important parce que c'est apparu avec Flex. Donc c'était durant le développement de Flex, on avait eu besoin de cette fonctionnalité. On a une nouvelle syntaxe pour forcer le template natif, c'est-à-dire le template d'origine. Et sinon, le dossier template bundle avec le nom du bundle nous permet de surcharger comme avant, sauf qu'avant c'était app resources. L'injection de services tagués, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà fait des compiler pass pour injecter une liste de services tagués, mais là, plus besoin de compiler pass, c'est direct. On met juste point d'exclamation tagged avec le nom de notre tag. Donc là, on a Twig extension, mais rien ne nous empêche d'avoir notre propre tag, justement quand on crée nos compiler pass. Ça simplifie grandement le process. L'autoconfiguration du kernel, c'est juste qu'en fait, dans le service kernel, on a mis autoconfigure true, et ça permet d'avoir event subscriber et compiler pass interface dans notre kernel. Au lieu de la méthode build, on peut mettre la méthode process du kernel, et on peut écouter des événements dans notre kernel. Voilà, ça peut simplifier l'action quand on a besoin d'événements qui sont appliqués à l'intégralité de l'appli, et qui ne sont pas spécifiques à une logique. Le form Bootstrap 4, qui utilise Bootstrap dans son projet? Quelques-uns. On avait déjà un form pour Bootstrap 3, maintenant on en a pour Bootstrap 4. Voilà. Donc ça c'est vachement pratique, on n'a plus besoin de se développer des formes thèmes à la mort moelle-neu. L'héritage de bundle c'est fini. C'est pour ça que je disais tout à l'heure bye bye false user bundle. Parce que déjà c'est pas une super bonne pratique. Et en 4.0 ça disparaît. Ça ne sert à rien l'héritage de bundle en fait. Pour surcharger des choses, typiquement pour surcharger un contrôleur, il suffit de remplacer la route. Voilà. On crée une nouvelle route et basta. Et si on veut utiliser le contrôleur qui existait avant, on peut faire un forward. En bref, ça nous permet... Excusez-moi. Ça nous permet de simplifier un peu notre code parce que hériter d'un bundle en interne c'était un processus assez compliqué parce qu'il fallait toujours vérifier est-ce que c'est le bundle normal ou est-ce que c'est le bundle initial. Enfin, bon. C'est un peu le bazar. Et pour tout le reste, on peut déjà tout surcharger sans avoir besoin d'hériter d'un bundle, donc on le supprime. Une config PHP Fluent. Voilà, pour ceux qui aiment bien ce qui est fait dans certains autres frameworks, j'ai déjà vu ça dans Yi, je crois. Voilà, on peut simplifier la configuration, donc déjà c'est du PHP, donc c'est dynamique. Et en parallèle, évidemment, c'est Fluent, donc ça nous permet d'avoir une lisibilité un peu plus accrue qu'avant. Avant, on était obligé de créer des objets de définition, c'était compliqué. Des variables d'environnement avancées, donc c'est-à-dire que maintenant on peut faire du pré-processing sur nos variables d'environnement. Donc ça c'est très bien pour ceux qui font de l'API, encore une fois, et qui stockent les identifiants ou les clés RSA pour l'authentification, tout ça, qui stockent dans des fichiers qui sont encodés en JSON, ou alors ce platform SH. Platform SH, on a une base 64 et du JSON dedans. Voilà, pratique. Property pass dans les contraintes. Alors ça concerne surtout les contraintes de comparaison, de type greater than, lower than, des choses comme ça. Donc le property pass c'est plus simple pour pouvoir justement utiliser une propriété de la classe sans être obligé de passer par expression language. Parce que du coup c'est plus performant. Expression language, il y a toute la phase de compilation, de parsing de l'expression. Là on n'a plus besoin, c'est simpliste. Les commandes chargées en mode lazy, non c'est après. Là d'abord il y a les préfixes pour les routes. Donc ça c'est juste un petit truc sympa, c'est vous mettez blog underscore dans le nom de la route, dans le contrôleur, et ça va se servir de ça comme préfixe pour toutes les routes. Voilà. Donc ça permet d'éviter de réécrire trop de choses, et si on a besoin de changer un préfixe, c'est plus simple. Les commandes chargées en lazy, donc soit on écrit le nom dans le service, soit on le met dans static $default name.
Donc moi je recommande la deuxième méthode parce que du coup c'est écrit dans notre classe, c'est plus facile à débugger. Ça permet, quand vous faites par exemple un bin console list, eh bien, il ne va pas instancier toutes les commandes. Parce instancier une commande c'est lourd. Surtout les commandes qui héritent de la classe container aware command, bah, du coup dans chacune il faut injecter le container. C'est trop lourd. Le container c'est trop lourd. Donc là l'avantage c'est que ça va juste utiliser la propriété statique et c'est plus performant. On a un container plus léger, à l'exécution c'est plus rapide. C'est mieux. Le validateur dans le profiler, donc ça c'est cool parce qu'on avait déjà la fonctionnalité pour les formulaires. Quand il y avait un champ de formulaire qui était en erreur, on le voyait, mais pas pour le validator. Donc quand on n'utilise plus les formulaires, encore une fois, pour les API, on n'a pas besoin de formulaire en API, on utilise le validator nativement. Maintenant on peut les voir dans le profiler, donc c'est plus pratique à débugger. Et on passe à Symfony 4. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Symfony 4, il n'y a rien. Tout ce que je vous ai dit qui était déprécié, plus les dizaines d'autres fonctionnalités que je n'ai pas mis dans la presse, on les enlève et c'est tout. En 4.1, qui arrive au mois d'avril normalement, on aura des nouvelles fonctionnalités, mais pas avant. Donc Flex, c'est quoi Flex? C'est une nouvelle façon de développer. L'intérêt de Flex, c'est de pouvoir standardiser un peu la structure d'un projet. Parce qu'aujourd'hui, voilà, avant d'avoir Flex, on avait Symfony qui nous permettait d'avoir un truc à peu près standard. Mais c'est pas rare de galérer parce qu'il y a quelqu'un qui a créé un dossier asset et un autre qui a tout mis dans Web Components, pour ceux qui font du Bower par exemple. C'était le bazar, on avait marre. Donc Flex, c'est 4 choses. D'abord, c'est un plugin composer qui va se brancher à votre projet. Donc c'est vraiment local, c'est projet par projet. C'est pas un plugin global comme on peut avoir par exemple pour Irak Prestissimo. Prestissimo qui nous permet d'accélérer le temps de chargement d'un package composer. Donc il va se brancher à votre projet et il va avoir des actions en fonction des packages que vous installez ou que vous enlevez. On verra ça après. Le serveur Flex, puisque le plugin composer va communiquer avec Symfony.sh pour pouvoir récupérer des infos sur les packages. On va voir ça après encore une fois. Les recettes officielles et contrib. Ces recettes, les recipes, elles servent à définir la config par défaut d'un projet. Encore un nouveau truc. Oh, j'en ai marre d'avoir des trucs tous les mois qui sortent. Voilà, déjà en Node.js, on a un nouveau framework tous les 2 mois. Ouais, mais en même temps, bif, voilà. Il a beau essayer de taper, Flex est là pour améliorer les choses et changer la donne. Le but, c'était de dire aux gens, on veut faire autre chose. On veut faire mieux. C'est pas Sensolabs qui dit ça, hein. C'est Fabien Potencier qui a créé Flex. Flex, c'est open source. Donc on peut tous forker Flex si on en a envie. Le but, comme je disais, c'est de standardiser. Standardiser pour qu'on développe tous de la même façon, pour qu'on développe plus vite, que ce soit plus performant, qu'on ait l'habitude. Donc comment on s'en sert? Comme ça. Voilà. On l'ajoute à notre projet, et ensuite, on va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on va coder, et puis après on va avoir besoin d'aide technique, besoin d'un package. C'est un peu la même chose. Et qu'est-ce que ça cache? Ça cache un malabar. Non, désolé, c'est pas ça. Ouais, le private joke, ça marche pas. En fait, ça change la structure de votre projet. Donc là, vous voyez, à gauche, la structure Symfony 3. Classique, app-config, app-resource. Bah non, c'est pas classique pour dessous. Encore une fois, on s'est renseigné sur le 12 factor pour la sécurité, où est-ce qu'on met les fichiers de config, où est-ce qu'on met les sécurités. On a regardé aussi un peu ce qui fait du côté de Unix. Pour info, le dossier config, à la base, il devait s'appeler le dossier etc, comme dans Unix. Finalement, on a pris config parce que c'est plus standard pour les applis web. Donc là, on a config pour la config, public pour le web server, var pour tout ce qui est log, cache, etc. et src pour votre code à vous. Et vous voyez qu'il y a un changement ici. src controller versus app bundle controller. Il n'y a plus de bundle maintenant dans votre projet. Les bundles, ce n'est pas une bonne pratique de les avoir dans src. Qui a encore plein de bundles dans son src? Je vois des mains qui se lèvent, donc trop. Alors, vous n'êtes pas obligé de les supprimer. Hein. Vous pouvez largement passer à Flex et les garder. C'est pas un souci. C'est juste pour les nouveaux projets, c'est une meilleure pratique parce qu'un bundle, normalement, c'est open source. Normalement, un bundle, c'est censé être tout seul, standalone. Donc, ça n'a pas besoin d'un dossier config, pas besoin d'un dossier app resources. Non, le bundle, il doit être tout seul. Et il doit être testé tout seul, dans son coin. Donc, on n'a plus de bundle. Et c'est plus simple. Et vous voyez, config packages. C'est-à-dire qu'on va avoir des fichiers dans le dossier config et dans le dossier packages. Et pareil, dev, test, on peut voir prod aussi. Parce que désormais, chaque package a son fichier de config. J'installe 50 packages, j'ai potentiellement 50 fichiers de config. Potentiellement. Parce que installer 50 packages, on fait ça avec Node.js, mais en général, on ne fait pas trop avec PHP. Ce que ça apporte d'autre, c'est que
on a des alias. Voilà. C'est plus simple. Flex a décidé que certains packages seraient, alors en anglais on dit opinionated, je ne sais pas comment on dit en français, mais on va décider que certains packages sont les mieux pour certains sujets. Server, c'est juste un alias pour le Web Server Bundle qui est apparu en 3.3, si mes souvenirs sont bons. Admin, c'est Easy Admin. Qui l'utilise? Pas assez de monde. Voilà, pour ceux qui ont besoin d'un back-office, Easy Admin, ça reste le plus simple à mettre en place. C'est plus facile à mettre en place que Sonata. Sonata, c'est bien. Le problème de Sonata, c'est que c'est mal documenté. C'est dommage, parce que c'est quand même super performant. Après, on a API pour API Platform, on a ORM pour Doctrine ORM avec le Doctrine Bundle. L'ORM, l'avantage, c'est que, contrairement à avant, l'ORM nous installe les migrations et les fixtures. Les migrations, et pas les fixtures, les migrations, qui n'utilisent pas de migration pour sa base de données. Il y a des gens qui n'utilisent pas de migration. Voilà. Bah, maintenant, cette main, elle va bientôt se baisser. C'est une mauvaise pratique, parce qu'il faut pouvoir versionner sa base de données, il faut pouvoir tester ses migrations dans la CI, il faut pouvoir gérer ça. Après, voilà, d'autres alias, un BIAT, CSFixer, bref, les alias sont tous visibles sur symfony.sh. On a la liste de toutes les recettes, et ça correspond à des packages. Les packages peuvent avoir une recette. Ça nous apporte ce qu'on a en bas, vous voyez, configuring doctrine annotations, configuring Senso Framework Extra Bundle. Ça, c'est Flex. Comme je disais tout à l'heure, c'est un plugin qui va interagir avec vous durant l'installation d'un package, ou aussi la mise à jour d'un package, ou la suppression d'un package. Son but, c'est de pouvoir configurer le package. Parce qu'avant, voilà, je voulais installer SwiftMailer Bundle, je fais un composer requires de SwiftMailer Bundle. Ensuite, je regarde la doc, je fais du copier-coller. Donc c'est du temps perdu, ça sert à rien. Parce que si on a quelque chose dans la doc qu'on peut copier-coller, vous savez, hein, on est des développeurs, on est des feignants, hein, on va automatiser ça. C'est exactement ce qui est fait avec Flex. Chaque recette a pour but de vous filer une configuration par défaut, de sorte que vous n'ayez plus qu'à coder. Un truc en plus, c'est que, voilà, vous voyez, vous pouvez ajouter des fichiers de config, mais aussi des fichiers de route, et le bundle, il va être installé tout seul. Si Flex détecte qu'un package est un bundle, il va l'installer. Et si dans la recette, vous spécifiez qu'un bundle ne peut être exécuté qu'en dans certains contextes, ce qui est le cas par exemple du Web Server Bundle ou du Debug Bundle, vous pouvez dire que l'environnement, c'est pas all. All, c'est pour tous les environnements, mais le Web Server Bundle, il sera dispo que en dev. Le Debug Bundle en dev et éventuellement en test. C'est plus simple et c'est dans un fichier dédié, config bundles. Voilà. Encore une fois, on essaie de simplifier les choses. Et du coup, on a un kernel hyper performant. Et donc, je parlais des recettes tout à l'heure. Le but d'une recette, c'est de faciliter la mise en place d'une config. Donc ça, c'est la recette du framework bundle de Symfony. Puisque on peut utiliser les composants de Symfony en standalone, mais bon, c'est quand même mieux d'utiliser le framework full stack, à moins qu'on utilise un autre framework. Mais on n'est pas là pour parler d'un autre framework. Donc vous voyez, le ou les bundles à enregistrer. Ça peut arriver qu'un package, il ait plusieurs bundles, c'est rarissime, mais on couvre le cas au cas de besoin. Copy from recipe, donc ça veut dire que sur les recettes, dans la recette, on va avoir des fichiers de config. On peut directement copier config public src. En général, on va juste copier config. Hein, pour nos packages perso qu'on va mettre sur les recettes, on va mettre les fichiers de config. Parfois, voilà, public par exemple, on peut. Public, lui, ce qu'il va copier, c'est surtout le fichier index.php. Il y a aussi ça. On supprime appdev et app.php. On a juste un fichier appdev. Et ça, je parlais tout à l'heure d'autenv, des variables d'environnement, du préprocessing de variables d'environnement. Et les recettes peuvent rajouter des variables d'environnement dans votre fichier .env et .env.dist. Donc là, c'est la même chose que le parameters.yml que vous avez aujourd'hui. Et ça peut rajouter des choses dans le git ignore, puisqu'il faut savoir que Symfony Flex, quand vous l'utilisez sur un projet, vous faites un composer create avec un projet qui utilise Flex, il va installer Git. Enfin, il va juste créer un repo Git vide sans rien. On n'a plus besoin de faire git init, ça fait une exécution de moins. Imaginez la quantité de choses qu'on peut faire avec une ligne de code en moins. La création d'un projet, ça ressemble un peu à ça. Make, parce que avant on avait generate, donc bin console, generate bundle, generate controller, generate entity. Le Sensio Generator Bundle qui était derrière tout ça, il était adapté à Symfony 2 et 3. Donc on a carrément fait un nouveau bundle, le Maker Bundle. Mais dans l'idée, c'est ça. On fait un composer create. Donc soit on fait Symfony Website Skeleton. Donc Website Skeleton, ça correspond à la même chose que ce qu'on avait dans la Standard Edition de Symfony. Qui sait ce que c'est que la Standard Edition?
bon, plein de gens. La Standard Edition, pour info, c'est quand vous téléchargez Symfony avec un projet prêt à l'emploi, c'est la Standard Edition. Bah, le website skeleton, c'est le même, mais avec Symfony 4 et Flex. Et si vous voulez juste un projet minimaliste, c'est-à-dire juste le framework et rien de plus, vous pouvez faire Symfony/skeleton. C'est-à-dire que c'est juste le framework bundle et Flex. Et vous aurez un projet fonctionnel. Vous aurez juste à coder après. Voilà, rec admin API par exemple, puisqu'il y a déjà l'ORM, donc je n'ai pas besoin d'installer l'ORM. Je crée un contrôleur, je crée un test fonctionnel. Alors évidemment, c'est du boilerplate, c'est du code vide. Mais l'avantage, c'est que je peux baser tout un système de création de projet là-dessus. Puisque vu qu'on n'a plus de bundle, on sait que les contrôleurs, ils sont dans SRC controller. Et vu qu'on n'a plus de bundle, on sait que les entités sont dans SRC entity. Voilà. Les dossiers sont les mêmes pour tout le monde. C'est plus facile de s'y retrouver, on connaîtra mieux. Si vous avez envie de faire de la programmation orientée module au niveau de l'archi, vous pouvez. Mais de façon générale, c'est beaucoup plus simple pour les projets d'avoir ce genre de structure. Et après, vous codez. Et donc du coup, là, en fait, entre ce que vous fait Flex plus les commandes que vous faites avec le maker, vous avez déjà écrit des centaines de lignes de code sans coder. Donc du coup, c'est plus rapide. Et on sent Flex. Attention. Ça va jusque-là? Ouais. Bon. Je pense que vous avez envie d'une petite démo? Oui, les références. Petite démo. Je crée un projet. Create, on va y arriver. Voilà. Alors je ne sais pas quelles sont les performances de la connexion internet ici. J'espère que ce sera assez rapide. Skeleton, c'est la version simple, donc c'est-à-dire que je ne vais rien y avoir dans mon projet. Donc ça va nous récupérer le dernier squelette avec Symfony 4, donc 4.0.5. Ouais, des petits soucis de permission, c'est rien. On s'en fout, c'est pas important. Des permissions, on s'en fout, on a tous les droits. Sudo make me a sandwich. Donc l'idée là, c'est que Composer va télécharger le Symfony Skeleton. Le Symfony Skeleton ne contient rien d'autre qu'un composer.json. C'est-à-dire qu'il y a juste composer.json avec ça dedans, Flex, et 2-3 autres dépendances, notamment le framework bundle, YAML, la console. Déjà, il y a d'autres petits trucs. Il va télécharger les dépendances, et ensuite, Flex, il va agir. Il va dire, tiens, j'ai Symfony Flex, est-ce que j'ai une recette pour le package Symfony Flex, en fonction de la version? C'est rien. Est-ce que j'ai une recette pour Flex? Bah oui, il en a une. C'est la recette qui va notamment installer Git. Est-ce que j'ai une recette pour le framework bundle? Oui, on a vu le manifeste tout à l'heure, le fichier JSON. Donc il y a plein de fichiers dedans. Est-ce qu'on a une recette pour la console? Oui, on a une recette pour la console. C'est elle qui va nous installer le fameux bin/console. Il y a d'autres éventuels packages pour lesquels il y aura des choses à faire. Et voilà, c'est fait. Donc là, si je regarde, j'ai mon petit dossier qui est prêt. Voilà. J'ai mon projet qui est prêt à l'emploi. On va l'ouvrir. Hop. Bon, il y a un petit dossier en trop, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà. Donc j'ai mon SRC avec rien dedans. Voilà. Mon dossier public avec juste un index.php. Vous voyez que ça utilise les variables d'environnement. Là, on est passé du parameters.yaml au fichier .env et .env.dist. Donc on ne voit pas très bien à cause du zoom, mais l'idée c'est vraiment d'arrêter d'avoir des fichiers de config avec les identifiants de base de données. On peut les avoir en dev, c'est pas grave. De toute façon, on sait tous qu'on utilise localhost et root en dev. Quand on utilise Docker, de toute façon, il faut générer des URL avec le nom du réseau, du network, des machins, donc c'est un peu plus compliqué. Donc on ne peut pas non plus avoir ça dans un fichier parameters.yaml, c'est trop compliqué à gérer, même si c'est faisable. Donc on met tout en variable d'environnement, et puis vu qu'on peut faire du pre-processing si on veut, on peut même rajouter les paramètres du container. Donc rien de plus simple. On utilise le composant .env. Comme ça en dev, évidemment en dev on n'utilise pas de variable d'environnement, donc on va récupérer celles qui sont dans le fichier. Ça nous permet de simplifier le travail et de ne pas être obligé de mettre des variables d'environnement dans un profile. Donc vous voyez que la syntaxe, le format de fichier est un peu spécial, c'est ce qui permet à Flex d'interagir avec. Sans ça, en fait, Flex il va un petit peu galérer pour vous rajouter des variables d'environnement, donc autant que ce soit à peu près propre. Je vais voir si je peux juste configurer le paramètre d'affichage et voir mon écran, parce que sinon je vais vous embêter. Hop, voilà. Ça va mettre à jour.
il redémarre, voilà, parfait. Ok. Donc on voit le kernel, c'est ça que je voulais surtout montrer. On a un truc qui s'appelle le micro-kernel. Le micro-kernel, en fait, il nous permet de rajouter des méthodes sympas à notre kernel pour charger les routes et charger la config du container. La config du container, on l'avait déjà, hein, parce que c'est dans le kernel interface, c'est dans l'autre container config. Mais là, on a une méthode qui se rajoute, configure container. Vous voyez, la syntaxe globe, ici. Donc config ext, on peut charger dans tous les formats. C'est-à-dire, on n'a même plus besoin d'écrire « je veux charger ce fichier ». Voilà, on le met juste dans le bon dossier et il est chargé. Et contrairement à d'autres frameworks que je ne nommerai pas, qui font tout par convention, c'est-à-dire que c'est pas écrit, mais c'est magique, nous, c'est l'inverse. C'est pas magique, c'est écrit. C'est juste qu'il faut aller regarder là où c'est écrit, et contrairement à ces frameworks qui font tout par convention, où là, il faut aller chercher dans le framework où c'est écrit, là, c'est dans votre code à vous. Et une fois que vous avez installé votre projet, c'est écrit dessus. Voilà, c'est juste à regarder. Et je ne vais pas faire la blague sur c'est écrit dessus. Idem pour les routes. Il y a même des fichiers qui n'existent pas. Hein. Si vous regardez celui-ci, route étoile.yaml par exemple, il n'existe pas. Il n'y a pas de fichier étoile.yaml. Pareil pour route dev. Voilà. Ou juste route.yaml. Voilà, route.yaml, il n'existe pas. Voilà. Donc vu qu'il n'existe pas, bah, il ne sera pas chargé. C'est l'avantage des globes, c'est qu'ils s'ils ne trouvent pas de fichier, eh ben, ils ne nous renvoient pas d'erreur, contrairement au chargement explicite. Et la config, alors on ne voit pas grand chose, je vais peut-être le faire depuis le terminal, mais voilà, la config. Vous voyez qu'on a le routing, le framework, c'est tout ce qu'on a de toute façon, hein, on n'a rien de plus. Un fichier pour chacun et un fichier qui surcharge éventuellement la config globale qui est présente dans l'environnement. Donc dans l'ordre, on l'a vu, c'était écrit tout à l'heure, hein, on va charger packages étoile, packages environnement, non, config packages étoile. Donc config packages route, non, il n'y en a même pas en fait. Si, il y a routing.yaml. Config packages framework.yaml, routing.yaml. Ensuite, ceux de l'environnement. Je suis en dev, après il va charger routing.yaml. Pourquoi on fait ça? On a vu tout à l'heure, les clés dupliquées, elles ne sont plus autorisées en YAML, mais par contre, on peut, grâce au composant config de Symfony, on peut avoir la même clé de config dans plusieurs fichiers. C'est juste que le composant config il va nous permettre de savoir dans quel ordre on va les charger. C'est par défaut, c'est le dernier affiché qui est pris en compte, et c'est exactement ce dont on a besoin. Tout ce qui est dans le dev routing.yaml va surcharger ce qu'il y a dans packages routing.yaml. Donc l'avantage c'est que, et comme je disais tout à l'heure, hein, c'est dans notre kernel, c'est écrit là. Hein. C'est écrit là. Si on veut le débugger, si on veut le tweaker, on peut le faire. Hein. J'ai adapté un projet qui avait été créé sous Symfony 2.3, il a migré tout le temps, chaque fois qu'il y a eu des nouveautés. Aujourd'hui il est sous Symfony 3.4 et il migre sur Flex avant la fin de l'année. Enfin sur Symfony 4 plutôt, je devrais dire, parce qu'il a déjà migré sur Flex. Voilà. Vous pouvez déjà migrer un projet Symfony 3.3 ou plus sur Flex. Et voilà, j'ai tweaké les fichiers de config parce que j'avais la vieille syntaxe, et puis plutôt que de me casser les pieds à faire un diff de 1500 lignes impossible à débugger, j'ai juste gardé la même architecture de fichiers de config qu'avant. Et donc du coup, bah, j'ai juste mis à jour cette méthode. Voilà. Et les nouveaux packages, ils sont chargés après. Voilà. Comme ça, si j'installe des nouveaux packages avec Flex, ils seront chargés, et ma config legacy aussi. Maintenant, je vais avoir besoin d'autre chose. Alors, on a vu le routing, tout ça, on a vu le bin console, hein, pareil, il utilise les variables d'environnement, aucun changement ici, hein, c'est toujours la même chose. Je vais rajouter l'ORM, vous allez voir ça, unpack. L'ORM, c'est un pack, c'est-à-dire que Flex va permettre d'introduire des nouveaux types de package composers, que sont les packs, ce sera des Symfony packs. Le but d'un pack, c'est de contenir, comme le Symfony Skeleton, des packages et rien d'autre. Typiquement, l'ORM pack, c'est juste un fichier composer.json qui va nous dire doctrine ORM, doctrine bundle, doctrine migrations, entre autres. Il y a aussi le doctrine cache bundle, mais qui est normalement chargé par défaut. Et donc, plutôt que d'avoir dans mon composer.json Symfony/ORM pack, je vais demander de unpack l'ORM et de récupérer toutes les dépendances de l'ORM pack. Comme ça, je n'ai pas besoin de mettre à jour ORM pack. C'est-à-dire le but, c'est justement de dépaqueter tout ce qu'on a dans le package qui est justement de type Symfony pack pour pouvoir faire en sorte qu'on a les vraies dépendances, les vraies de vraies. Et l'avantage d'un pack, c'est qu'il va aussi unpacker les dépendances dev. Donc si mon ORM pack il a des dépendances dev et que je fais unpack, eh bien ces dépendances dev, elles sont rajoutées à mes dépendances dev.
Ce qui normalement ne fonctionne pas quand on fait un require d'un package. C'est-à-dire la doctrine /ORM, bah, s'il a des dépendances en dev, elles ne sont jamais installées dans mon projet. Mais par contre, avec un pack, on peut le faire. On va le laisser s'installer, mais de toute façon, ça va être très rapide. Merci The Camp. Donc du coup, l'ORM pack, je disais, il contient notamment le Doctrine Bundle. Donc forcément, je vais avoir une recette pour le Doctrine Bundle. Donc Flex, il va détecter l'installation de Doctrine Bundle. Il va vérifier s'il y a une recette Flex pour cette version. Parce que les recettes, elles sont dépendantes des versions. Hein. On peut avoir plusieurs versions d'un fichier de config en fonction de la version du package. Il va récupérer les infos de la recette, donc le fameux manifeste en JSON. Exécuter toutes les instructions, genre copier des fichiers de config depuis la recette vers votre application à vous. Et c'est tout. On va voir rajouter des variables d'environnement, rajouter des instructions Gitignore, et vous allez voir qu'il va le faire quand il se décidera. Ah bah, je ne pouvais pas faire une démo sans qu'il y ait des aléas, hein, c'est le principe. Donc normalement, ce qu'on devrait voir de nouveau, ce sont les fichiers config packages doctrine.yaml. On va avoir aussi config packages prod doctrine.yaml, puisque en prod, on peut mettre le cache doctrine. C'est recommandé. Parce que plus vous mettez de cache, plus c'est performant. Je crois qu'on va avoir aussi un dossier SRC Entity qui va être créé, puisque si j'utilise le fameux maker bundle dont on parlait tout à l'heure, si je fais bin console make entity, il va la créer dans SRC Entity. Sauf que si le Doctrine Bundle n'est pas actif, bah, il me renverra une petite erreur. Voilà, plein de choses à installer, des choses qui ne dépendent pas de nous, ça fait pas mal de choses. Je pensais qu'il les aurait gardés en cache, bon, il les télécharge, tant pis. Donc le cache, les annotations, Doctrine Common c'est évident, le DBAL pour accéder à notre base de données, parce que sinon on n'y arriverait pas. Je vous disais tout à l'heure, le cache bundle il est obligatoire maintenant, le Doctrine Bundle et les migrations. Ah bah oui, il y a des recettes pour la migration. On va avoir un dossier SRC migration. Voilà, il y a tout qui est créé. Les annotations. Donc le but de Doctrine Annotation, c'est de pouvoir nous permettre justement de gérer pas mal de choses avec des annotations, notamment le mapping. Donc si je regarde un petit peu, vous voyez, alors on voit pas grand chose en fait, si je retourne dans config. Voilà. Doctrine migration, doctrine, partout. Et on a même route annotation. Vous voyez, c'est nouveau ça, route annotation. Pour les annotations du routing, on n'a plus besoin du framework extra bundle dont on avait besoin avant. Les annotations de route, uniquement celles de route, sont désormais intégrées au framework. Donc si on fait un composer require de doctrine annotation, ben on a des routes annotation. Et si je l'ouvre, cat route annotation, il charge tous mes contrôleurs avec des annotations. J'ai rien à faire, c'est déjà fait. Mais c'est pas magique, c'est écrit. Arrêtez de rire. Voilà. Doctrine qui est déjà configurée, avec les petits edge cases, parce qu'évidemment il y a toujours des edge cases dans certains bundles, parce que vous avez peut-être déjà eu ça, mais lorsque vous compilez le cache du container, le Doctrine Bundle il essaie de savoir quelle est la version de votre base de données, pour savoir quel est l'adapteur et le driver à charger. Donc ça, la variable d'environnement plus la version, ça permet de pallier cela. Les entités sont chargées, et un petit truc que je voulais vous montrer, c'est ça. App Entity. Désormais, tout le dossier SRC est couvert par un namespace nommé app. Ça remplace le app bundle qu'on avait avant. Alors évidemment, vous pouvez l'enlever, hein, vous pouvez le modifier dans votre composer JSON. Mais pourquoi on a fait ça? App, namespace app. J'ai probablement rien dans ces dossiers-là, mais tout est dans le namespace app. Vous avez déjà eu des problèmes avec l'autoload? Genre, qui a un truc dans ce genre-là? Si je montre aussi ici, voilà. Qui a une règle d'autoload comme ça? Normalement, si vous avez un projet Symfony 2 et que vous n'avez pas touché au composer.json depuis des années, c'est comme ça. Ben, en enlevant ça et en remplaçant par de vrais namespaces, c'est pour ça qu'on a mis app, comme ça les gens n'ont pas besoin d'y réfléchir. Évidemment, vous pouvez le changer vous-même. Hein. Vous pouvez mettre votre namespace controller, votre namespace entity, c'est d'ailleurs une bonne pratique. Mais par défaut, c'est ça, bah, ça va permettre d'avoir jusqu'à 90% d'amélioration de performance juste pour l'autoload. Voilà. Parce que si vous mettez un namespace vide, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que vous faites un require d'une classe, Composer, il ne sait pas qu'elles existent, ces classes. Donc à moins que vous ayez un class map autoritative ou des choses comme ça,
qui va faire un dump de quelques classes, bah, ça veut dire que ça va charger l'autoload à chaque fois. Alors que si vous mettez app, bah, du coup, il va commencer par ce préfixe, charger manuellement toutes les classes. Voilà. C'est juste une fonctionnalité de composer. Voilà. Donc on fait les choses un petit peu à la place des développeurs. Et vous voyez, il n'y a rien là, hein, pour l'instant. Après, je peux rajouter plein de choses. Hein. Avec serveur. Yes. Oui. Encore une fois, c'est histoire de permission. Donc le serveur, c'est un alias. C'est-à-dire qu'il va aller sur symfony.sh, chercher est-ce que j'ai un alias serveur? Si oui, à quel package il correspond? En l'occurrence, il va correspondre au package Symfony Web Server Bundle. Ça me permet de faire quelque chose du genre bin console server start. Voilà, c'est exactement ce que je vais faire après. Parce que sinon, vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Il était un peu plus haut. Non, il n'était pas là. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand j'ai installé le projet. Il disait php-s de 8080, enfin, écrire un truc à la main, mais on n'a pas besoin. Le serveur bundle, il va être installé en dev uniquement. Voilà. Pour tout le reste, il y a les recettes qui vont définir des règles. Donc on va aller voir un petit peu les règles. Pas encore, merci. Donc il y a deux repositories qui sont libres d'accès, hein, c'est pas privé. Ah, j'ai mis GitHub en noir, je vais essayer de le désactiver parce que on va juste le désactiver. Voilà. Donc les recettes, elles sont là. Et donc ça c'est les recettes officielles. Les recettes officielles sont les seules qui permettent d'avoir un alias. Et donc vous voyez le chemin d'une recette. Alors, on ne voit pas dans l'URL, hein, mais on le voit dans le breadcrumbs, là, dans le fil Ariane. Symfony/console, c'est le nom du package. 3.3, c'est la version minimum. Donc c'est-à-dire que c'est le même fichier pour la 4.0. Donc on a le manifeste qui va définir les règles et les éventuels alias. Voilà. Donc là on veut juste copier le dossier bin dans le bin.dir. Donc il y a un placeholder ici bin.dir qui correspond au dossier bin de votre projet. Voilà, ça permet de simplifier pour ceux qui ont un dossier bin différent, pour ceux qui ont le dossier public qui s'appelle web, voilà, ou pour ceux qui ont toujours le dossier config qui s'appelle etc comme au tout début de Flex l'année dernière. Voilà. Au moins vous pouvez personnaliser ça dans le fichier composer.json, ça marche très bien. Et vous voyez ce qu'on a dans le dossier bin, on a juste le fichier console, voilà, qui est déjà codé. Donc le projet recipes, donc c'est pour les recettes officielles, donc celles que Symfony estime vraiment des bonnes pratiques. Et après, vous avez les recipes-contrib, où là, vous pouvez mettre vos projets à vous. En fait, Fabien Potentier et l'équipe de Symfony a développé un petit bot qui va scanner toutes les pull requests. Et à partir du moment où il y a certaines catégories de personnes, bah, notamment par exemple 2 contributeurs du package initial, autres que celui qui fait la PR. Donc c'est-à-dire que si vous développez un package, que vous voulez créer une recette et que vous êtes plusieurs sur le package, voilà, vous faites une pull request avec votre recette à vous, vos fichiers de config. Vous demandez à vos collègues hey, tu peux approuver la pull request, voilà, avec les fonctionnalités de GitHub. Vous n'avez peut-être pas encore vu ça pour ceux qui utilisent GitLab, je pense que c'est déjà intégré, mais prenez n'importe quelle recette, c'est une pull request, peu importe. Vous pouvez faire une review. Voilà. Si vous approuvez, s'il y a 2 personnes qui sont les développeurs ou développeuses du package initial, qui ne sont pas ceux qui font la pull request, qui approuvent, le bot va merger, direct. Donc du coup, ça permet d'éviter d'avoir à attendre qu'un des contributeurs Symfony merge le truc manuellement, ou alors éventuellement, il y a quand même une personne qui est en charge de ça, je crois que c'est Tobias Nyholm, un contributeur, qui est en charge de vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas des pull requests qui sont bloqués à cause du bot. Donc le bot, il va regarder votre pull request, il va regarder si c'est valide ou pas. Donc là, il n'est pas d'accord, et là, il est d'accord. Donc si le bot Symfony n'est pas d'accord, il faut vraiment que ce soit un contributeur qui merge ou un administrateur, sinon ça passe pas. Voilà. Et après, bon, c'est tout ce qui est configuration par défaut. Et typiquement, bah, dans l'édition standard de Symfony, il y a un truc qu'on avait et qu'on n'a plus maintenant dans la nouvelle édition de Symfony. Symfony, est-ce qu'il est? Il est tout en bas, voilà. Voilà. Apache Pack. Il y a encore des gens qui utilisent Apache. Alors, je vois des mains timides se lever. Ah, il y a des mains qui se lèvent fièrement. Ils sont fiers d'utiliser Apache.
Ils vont bien pouvoir être fiers de migrer vers Nginx. Ben voilà, le petit HT Access est dans la page pack. Donc si vous voulez votre HT Access, vous faites un composer require symfony/apache-pack, ça vous installe votre HT Access. Voilà. Si vous n'en avez pas besoin, vous ne le mettez pas. Si vous en avez besoin, vous l'installez vous-même. Merci à tous. Est-ce que vous avez maintenant des questions? Alors je ne sais pas si on peut faire des questions, mais j'imagine qu'il y a des micros. Il n'y a pas de questions? C'est merveilleux, ça veut dire que vous allez tous pouvoir migrer à Flex dès demain. Vous êtes timide? Pas besoin d'être timide, hein. Moi je me pissais dessus avant le début de la conférence. J'ai dû changer de fuite. Ah ouais, qui n'a pas compris? Tout le monde a compris? Bon, eh ben merci beaucoup. Oh! Il est attaché là. Vas-y, éteins-le. Ça fasse pas de dégâts. Ouais. En attendant que Stéphane se mette en place, je vais donner la parole à Émilie Lorenzo de Sensio, qui va vous présenter le prochain Symfony Live. Salut. Oui, on dit Sensio Labs, mais en fait, je travaille pour Symfony exclusivement. Donc, je me présente, je m'appelle Émilie Lorenzo. Je suis en charge de l'organisation du Symfony Tour. Et juste 2 petites minutes pour vous dire de ne pas oublier que le Symfony Live aura lieu le 29 et 30 mars prochain à Paris. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà inscrits, mais venant de la région PACA, j'espère que la région PACA sera représentée au Symfony Live de façon énorme. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, moi je reste ici ce soir, notamment si vous avez des questions au sujet de la conférence, de son format, n'hésitez pas à venir me voir. Aussi, si vous voulez vous essayer à un petit exercice de conférencier, si vous voulez essayer de prendre la parole sur un sujet, sur un retour d'expérience, on organise au long de la conférence ce qu'on appelle des Lightning Talks, où vous avez un temps de parole de 7 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous avez toutes les informations sur notre site qui est paris2018.live.symfony.com que vous devez connaître. Vous devez également me connaître parce que je vous envoie plein de mails. Je ne sais pas si... je pense que vous avez tous des comptes Connect. Donc vous devez recevoir mes mails. Voilà. Non, vous n'avez pas? Ah, vous voulez mon... Non, c'est pas du spam. Vous voulez mon email? Bon, c'est très simple, c'est emily.lorenzo comme le prénom @symfony.com. Tout simple. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des propositions de sujets. On vous aidera à éventuellement structurer votre talk. Voilà. Sinon, vous avez toutes les informations. On a récemment sorti le programme où vous pourrez voir tous les talks qu'il y aura au cours de ces 2 jours. Vous avez également 2 jours de formation, toujours en amont de la conférence, qui se passeront dans les bureaux de Sensio Labs à Clichy les 27 et 28 mars prochains. Voilà, on aura de superbes surprises parce qu'on fête la 10e édition du Symfony Live Paris. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et dépêchez-vous parce que les prix augmentent à partir du 11 mars. Donc ce serait bête de perdre quelques euros. Voilà, et n'hésitez pas à venir me voir. Je vous remercie et bonne conférence.
bonsoir, vous m'entendez? C'est bon? Ok. Donc moi je vais vous présenter donc, DDD, CQRS et Event Sourcing, donc avec l'outil Proof. Comment on va migrer du code legacy vers ces concepts. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Pi, donc je travaille dans le développement depuis une dizaine d'années, depuis Symfony 1.0, PHP, je ne sais même plus la version. Je suis aujourd'hui architecte chez Wacom Web. J'ai d'ailleurs eu la chance chez Wacom Web